Alors dans cette vidéo, on va explorer un sujet d'Olympiade sur les blocs arithmétiques. Vraiment, c'est un superbe sujet pour bien revoir en fait la notion de décomposition d'un nombre en facteurs premiers. Et le sujet est vraiment esthétique parce qu'il permet de visualiser une telle décomposition et surtout de donner une représentation de la notion de divisibilité, de qu'est-ce qui se passe quand un nombre divise un autre, et du lien qu'il y a avec la décomposition en facteurs premiers. Donc, le sujet de cet exercice, je le mets en lien, est vraiment très instructif si vous voulez vous préparer aux Olympiades, vraiment très très intéressant. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas faire la correction exacte du sujet, mais je vais un petit peu présenter ce que c'est qu'un bloc arithmétique et donner un petit peu des pistes d'idées en fait pour faire le sujet. Donc en fait au départ, on regarde n en fait un entier naturel non nul et on va définir en fait des blocs. Alors comment ils définissent dans le sujet? C'est un quadrillage blanc de n lignes et de n colonnes. Alors vous allez voir que souvent, moi je vais me limiter à n égale 3. Alors on va essayer de regarder plusieurs exemples. En fait, on a le droit de colorier uniquement chaque colonne à partir du bas. Par exemple, ici, je pourrais colorier seulement un carreau. Ici, je peux en colorier 2. Et ici, je peux décider de tout colorier ou d'en colorier 0. Ça, c'est tout à fait possible. Je peux ne rien colorier, hein, ça reste un bloc arithmétique, je peux tout colorier. Par contre, ce que je n'ai pas le droit de faire, par exemple, c'est colorier comme ça une case et colorier personne en dessous. Ça, c'est pas licite. Si je veux que ça devienne un bloc arithmétique, je suis obligé de colorier la case qui est en dessous. OK ? Alors, une des premières questions qu'il y a dans le sujet, qui est intéressante, c'est de savoir combien on a de blocs, en fait, si on se donne une taille donnée, par exemple n égale à 3. Si on a n égale à 3, combien on a de blocs? Bon, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez combien de manières, finalement, de colorier une colonne? Finalement, vous en avez 4. Parce que vous pouvez ne pas colorier. Vous pouvez colorier qu'un seul carreau. Vous pouvez colorier tous vos carreaux. D'accord? Je crois que j'ai tous les cas. En fait, vous avez 4. Donc, à chaque fois, en fait, on a 4 manières de colorier chaque bloc. Enfin, chaque colonne de bloc. Et donc finalement, on a 4 x 4 x 4, c'est-à-dire 4 au cube. Ça doit faire 64. Vous avez 64 blocs de taille 3, quoi, si on devait préciser. Bon, maintenant, si vous voulez généraliser, pour n, un entier naturel non nul, en fait, vous avez combien de manières de colorier une colonne? En fait, vous avez n cases, vous pouvez ne rien colorier. Vous avez n plus une manière, c'est-à-dire ne rien colorier, colorier la première case, colorier les 2 premières cases, et ainsi de suite, jusqu'à colorier les n cases. Donc vous avez n moins une manière à chaque fois de colorier chaque colonne. N plus une manière, pardon. Sauf que vous avez n colonnes, donc voilà le nombre de blocs de taille n. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais quel est le lien avec l'arithmétique? Alors en fait, le lien, ça va être que si vous prenez un bloc comme ça, en fait, on va regarder les premiers nombres premiers. Donc, par exemple, les nombres premiers, si vous regardez dans l'ordre, le plus petit c'est 2, ensuite vous avez 3, vous avez 5, et ainsi de suite. Et par exemple, quand vous allez regarder les blocs de taille 3, vous allez associer un nombre à chacune des cases. Alors les cases qui ne sont pas coloriées, vous allez leur associer le nombre 1. D'accord ? Donc par exemple, si je veux retranscrire cette case-là, ce bloc-là, ici je vais mettre des 1 partout, parce qu'ils n'ont pas été coloriés. Et là, qu'est-ce que je vais mettre quand c'est colorié? Ici c'est la première colonne, je vais mettre un 2. Je vais mettre le premier nombre premier. Ici, c'est la deuxième colonne, je vais mettre des 3. Je vais mettre le deuxième, dans la deuxième colonne, on va mettre, quand c'est colorié, on va mettre à la place de la case le deuxième nombre au premier. Puis là, je me suis arrêté. Mais imaginons, par exemple, que je me sois amusé, je ne sais pas moi,
colorier cette case-là. Bon, allez, on va mettre 1 et 1, et on colorie cette case-là, bah là j'aurais mis un 5. Donc ça correspond à ce bloc-là. D'accord ? Si je essaie de faire correspondre ce bloc-là, bah je vais effacer le 3 ici, tout à fait. Je vais effacer le 3 ici, je vais effacer les 1, ce 1-là. Et donc si je veux correspondre à ce bloc, bah, je vais mettre 2, ici je vais mettre que 5, et des 1 partout ailleurs. Alors maintenant, à ce bloc-là, on va lui associer un nombre. Et ce nombre, c'est tout simplement le produit des nombres qu'il y a dans le bloc. Par exemple, ici, on va avoir 2 fois 2, bien sûr fois 1, fois 1 fois 1 fois 1, fois 5, fois 5, fois 5. C'est-à-dire qu'en fait, le 2, il y est 2 fois, et le 5, il y est 3 fois, donc 2 au carré fois 5 au cube. Et c'est là que ça apparaît, la décomposition en facteur premier. C'est là où ça apparaît. C'est-à-dire qu'un nombre, quel qu'il soit, vous pouvez toujours l'exprimer comme un produit de nombres premiers. Et vous pouvez regrouper tous les facteurs qui sont égaux. On n'a jamais dit que tous les facteurs étaient différents. Vous pouvez regrouper les facteurs et en fait l'écrire en fait sous la forme d'un produit de puissance de nombres premiers, tous distincts. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors en fait, quand vous limitez au bloc de taille 3, vous limitez en fait à des nombres qui peuvent s'exprimer sous forme d'un produit de nombres premiers 2, 3, 5 et en étant limité au niveau de l'exposant. Mais plus vous grandissez la taille, en fait, plus vous allez pouvoir attraper de nombres. Alors je ne sais pas, par exemple, prenons 60. D'accord ? 60, en fait, il s'avère que on va regarder sa décomposition en facteur premier. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on divise par 2. On prend le premier nombre et on divise. On regarde à chaque fois. Tant qu'on peut diviser par ce nombre, on continue à le faire. Bon, ça fait 30. Est-ce que je peux encore diviser 30 par 2 ? La réponse est oui. Ça fait 15. Ah, 15, je peux plus, il n'est plus divisible par 2. Donc je passe au suivant, 3. Donc je vais diviser par 3. Donc ça va me faire, je marque que c'est divisible par 3. Et donc je vais obtenir 5. 5 n'est plus divisible par 3, par contre il est divisible par 5. Et je m'arrête quand ici j'obtiens 1. En fait, je suis en train de vous dire que 60, c'est 2 au carré, fois 3, exposant 1 si vous voulez, fois 5, exposant 1. Et la question c'est, est-ce que je peux représenter ça à l'aide d'un bloc ? La réponse est tout à fait possible. Vous voyez, je prends ce bloc-là par exemple. J'ai besoin de 2, d'un seul 3 et d'un seul 5. Et donc finalement, qu'est-ce que je vais obtenir comme bloc ? Je vais obtenir ce bloc-là. Ok ? Bon, alors, comme on a dit qu'on avait 64 blocs de taille 3, bon, on peut se demander quel est le nombre maximal que l'on peut représenter à l'aide, par exemple, d'un bloc de taille 3. Et la réponse, c'est qu'un bloc maximal de taille 3, en fait, c'est quoi ? C'est 2 au cube, fois 3 au cube, fois 5 au cube. C'est ça le fameux nombre maximal. Alors, si on voulait le calculer, 3 au cube, ça fait 27. 2 fois 5, ça fait 10. 10 au cube, ça fait 10 000. Donc 27 000. Vous voyez, mais on sent bien que comme on n'a que 64 blocs, on ne peut pas, à l'aide des blocs de taille 3, représenter tous les nombres jusqu'à 27 000. C'est pas possible. On ne peut représenter que certains nombres. Et d'ailleurs, par exemple, prenons 16. D'accord ? Si vous prenez 16, 16, vous allez vous rendre compte que c'est 2 exposant 4. 2 exposant 4, vous ne pouvez pas le représenter à l'aide d'un bloc de taille 3. C'est pas possible. 16, vous allez être obligé de le représenter avec un bloc de taille 4. Un bloc de taille 4 ou plus. Donc voilà, il nous faut au moins un bloc de taille 4. Tout comme si vous prenez 11, 11, si vous regardez, c'est le 5e nombre premier. Donc il vous faut au moins un bloc de taille 5. Voilà le plus petit bloc qui nous permet d'écrire 11. 2, 3, 5, 7, 11. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Bon, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc que ce qui se cache à travers un bloc arithmétique, c'est la décomposition en facteur premier qui est cachée. Ce qui est très joli dans cette décomposition, c'est que dès que vous avez un nombre
non nul, vous pouvez toujours l'exprimer sous cette forme-là. Un nombre, dès que vous avez un nombre supérieur ou égal à 2, vous pouvez toujours l'exprimer sous cette forme-là. Et ce qui est très joli, c'est que cette décomposition, en plus, elle est unique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire, par exemple, je ne sais pas moi, avec des 7. Vous êtes obligé, cette décomposition, elle est unique à l'ordre près des facteurs. Mais quand vous les avez regroupés, vous ne pouvez pas l'écrire autrement que dire que c'est une puissance de 2 au carré, fois une puissance de 3 exposant 1, fois une puissance de 5 exposant 1. Vous ne pouvez pas faire autrement. Elle est unique. Il y a unicité de cette décomposition. Et justement, c'est ce point essentiel que l'on va utiliser dans la suite de ce sujet. Alors, la suite de ce sujet, c'est d'essayer de trouver une relation entre deux blocs de même taille. Et cette relation, c'est quoi ? C'est d'essayer de définir ce que c'est qu'un bloc qui se pose sur un autre. Alors, par exemple, pour que ce bloc-là puisse se poser sur ce bloc, il faut que ce bloc-là, toutes les cases coloriées ici, soient déjà coloriées. Donc, par exemple, au minimum, je dois colorier toutes ces cases. Si, par exemple, je ne colorie pas cette case, eh bien, ce bloc-là ne se pose pas sur celui-ci. Par contre, ce bloc-là va se poser sur celui-ci. C'est vrai. Mais si, par exemple, je considère ça, ce bloc ne se pose pas sur celui-ci, parce que tout simplement, lui est colorié et pas lui, et réciproquement, ce bloc-là ne se pose pas sur celui-ci. Donc, par exemple, ce bloc va se poser sur ce bloc. Tout simplement. Parce que toutes ces cases-là sont bien coloriées. Et ce qui va être magnifique, ça va être de comprendre que cette relation, un bloc se pose sur un autre bloc, ça veut dire que le nombre qui est associé à ce bloc va être en fait un diviseur du nombre qui est associé à ce bloc. Et c'est même beaucoup plus fort que ça. C'est que tous les diviseurs, justement, du nombre qui est associé à ce bloc sont exactement les nombres associés au bloc qui se pose sur ce bloc-là. Donc c'est vraiment une très jolie manière de le faire. Alors là, par exemple, regardons ce qui est en train de se passer. Le nombre qu'on est en train de manipuler ici, c'est 2 au carré, fois 3, fois 5. Donc 2 fois 3, 6, ça fait 60. C'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Celui-ci, si vous regardez, c'est 2 au carré, fois 3 exposant 3, fois 5 au carré. Bon, je vous ai déjà fait le coup, c'est 9 fois 100, 27 fois 100, c'est 2700. Il s'avère que 60 divise bien 2700. Assez joli. On peut aussi remarquer que le bloc où on n'a rien colorié, en fait, il se pose sur tous les autres blocs. Et en termes de divisibilité, de toute façon, il correspond au nombre 1. Alors, dans le sujet, ils ont noté BIN, le bloc de taille n, qui est associé au nombre i. Et donc dans le sujet, on va considérer que i et j sont des nombres que l'on peut représenter à l'aide d'un bloc de taille n, et dont on note BIN et BJN, les blocs qui sont associés au nombre i et j. Et un des objectifs de ce sujet, ça va être de démontrer que BIN se pose sur BJN si et seulement si i divise j. Et c'est pas si simple. Alors, techniquement, dans le sujet, ils ont fait 2 questions. Ils ont en fait raisonné par double implication. C'est-à-dire que souvent, quand on a une équivalence comme ça, on va faire un match aller-retour. C'est-à-dire qu'on va supposer que BIN se pose sur BJN et on va essayer d'en démontrer alors seulement que I divise J. Puis le match retour, on va supposer que I divise J et on va démontrer alors que BIN se pose sur BJN. Alors, si BIN se pose sur BJN, pourquoi I forcément est divise J ? Très courageusement, me limiter à n égale 3 pour pouvoir bien écrire les choses. C'est-à-dire que I, en fait, ici, il va s'écrire sous la forme d'une puissance de 2, je vais mettre exposant A, fois une puissance de 3, fois une puissance de 5. Où A, B et C, ce sont des nombres qui sont dans l'ensemble 0, 1, 2, 3. J, vous pouvez faire la même chose. 2 exposant A', fois 3 exposant B', fois 5 exposant C'. A', B', C', ils sont aussi dans 0 jusqu'à 3. Mais dire que B de I3 se pose sur B de J3,
En fait, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'il y a moins de 2 en exposant dans I que dans J. Donc ça veut dire qu'on a A qui est inférieur ou égal à A'. Ça veut dire que B est inférieur ou égal à B'. Et ça veut dire que C est inférieur ou égal à C'. Ça, en fait, c'est la traduction de dire que BI3 se pose sur BJ3. Votre J, qui est 2 exposants A', il va s'écrire sous la forme 2 exposants A fois 2 exposants A' moins A. Ça, c'est bien un exposant entier positif, et ainsi de suite. Fois 3 exposants B, fois 3 exposants B' moins B, fois 5 exposants C, fois 5 exposants C' moins C. Et donc, du coup, J, ça va être quoi? Ça va être le nombre I, que l'on retrouve, fois un nombre entier. Parce que tous les exposants sont des entiers naturels. Et donc ça, on va le noter K, qui est un entier naturel non nul, et qui, en plus, est tel que, puisque A' moins A, B' moins B, C' moins C, sont tous en fait dans l'intervalle, enfin dans l'ensemble 0, 1, 2, 3, en fait, on sait en plus qu'il peut s'écrire sous cette forme-là. Et on sait qu'en fait, il peut s'écrire sous la forme d'un bloc de taille n. Et donc, on a bien démontré ici que I divise J. Bon, réciproquement, comment on va s'en sortir? Donc, comme annoncé, on va essayer de faire le match retour. Alors, je vais réutiliser cette écriture. C'est un petit peu ma manière, en fait, de voir l'exercice. Et donc, là, on suppose que I divise J. Et donc, ça veut dire qu'il existe K tel que J est égal à K fois I. L'objectif ici, ça va être de démontrer, tout simplement, que B de I3 se pose sur B de J3, ça veut dire que A est inférieur à A', inférieur ou égal, que B est inférieur ou égal à B', et que C est inférieur ou égal à C'. Alors en fait, on va raisonner par l'absurde. Par exemple, on va supposer que cette fois-ci, A est strictement supérieur à A'. Et en fait, on veut en déduire une contradiction. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, votre J, donc vous allez avoir 2 exposants A', fois 3 exposants B', ça c'est pas très grave, fois 5 exposants C', bon c'est un produit de nombres premiers, égale à K fois 2 exposants A, fois 3 exposants B, fois 5 exposants C. Et comme A il est supérieur à A', en fait je peux diviser ici par 2 exposants A'. Et donc je vais obtenir que 3 exposants B' fois 5 exposants C', ça serait égal à un nombre entier, donc je peux imaginer la décomposition en facteur premier, ça c'est pas très grave, fois 2 exposants A moins A', puisque j'ai divisé par 2 exposants A', fois 3 exposants B, fois 5 exposants C. Et où A moins A', il est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre-là, qui est, alors est-ce que B' et C' peuvent être égales à 0? Ça c'est une bonne question. Mais si B' et C' sont tous les deux égaux à 0, en fait ça va valoir 1. Ce nombre-là, il est divisible par 2. Or 2 ne divise pas 1. Donc c'est pas possible. Donc déjà on sait que B' et C' ils sont pas nuls. Et donc on peut considérer ce nombre, et donc s'ils sont pas nuls, il est supérieur strictement à 1, ce nombre, et donc il a une décomposition en facteur premier qui est unique. Et le problème, c'est que là, on en a écrit 2. Parce que si vous prenez K, sa décomposition en facteur premier, éventuellement, vous allez augmenter l'exposant de 2, mais vous avez bien montré que dans ce cas-là, vous avez 2 manières d'écrire ce fameux nombre, dont une manière où vous avez une puissance de 2 à exposant non nul. Et ça, justement, ça contredit l'unicité de la décomposition en nombre premier, ce qui n'est pas possible par unicité de la décomposition en facteur premier. Donc nécessairement, qu'est-ce qu'on va avoir? Que A est inférieur à A'. Et de la même manière, on va avoir que B, de manière analogue, on va avoir que B est inférieur ou égal à B', que C est inférieur ou égal à C'. Donc on est en train de dire qu'on a vraiment équivalence de ces deux-là. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'en plus un diviseur de J, nécessairement peut s'écrire sous la forme d'un bloc.
C'est ce qui se cache. Parce que quand vous divisez J, bah, ça veut dire que votre diviseur, bah, il ne peut admettre, à cause de l'unicité, que 2, 3 et 5 comme nombre premier. Et ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'en plus, ces exposants sont nécessairement inférieurs à ceux de J. Donc, si J pouvait s'écrire comme un bloc de taille n, ben, J en fait va aussi pouvoir s'écrire sous la forme d'un bloc de taille n. Ce qui veut dire quoi? Donc si on voulait par exemple savoir le nombre de diviseurs de 60, ou en tout cas déterminer tous les diviseurs de 60, il suffirait en fait de regarder tous les blocs correspondants qui se posent sur 60 et de taille 3, tout simplement. Donc ici, ben, en fait, vous avez 3 choix pour la première colonne, 2 choix pour la deuxième colonne, 2 choix pour la troisième colonne, vous avez 3 fois 2 fois 2. Vous avez 12 choix et vous avez 12 diviseurs pour 60, qui vont tous s'écrire sous la forme d'un bloc de taille, comme l'on peut tous écrire sous la forme d'un bloc de taille 3. D'accord ? Éventuellement, vous pouvez compliquer de taille 4, etc., mais ça ne changera pas. Hein ? Voilà, donc c'est très très joli, parce que ça permet de visualiser d'une autre manière la notion de nombre, la notion de divisibilité. Donc j'ai vraiment trouvé ce sujet très très intéressant, et si vous ne l'avez toujours pas cherché, ben, j'espère que je vous aurai donné envie de le chercher. J'espère que la vidéo aura été instructive. Bon travail, et à bientôt.